قبل كل شيء أشكر الأكاديمية Non, 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 ça va. Oui, oui. لهذه الدعوة. المغرب كان أول بلد زرته عندما بدأت أن أتعلم اللغة العربية، وعندما كل مرة أرجع إلى المغرب أنا أحس مثل في وطني الثاني. وأنتقل إلى اللغة الفرنسية. Bon, en tant qu'arabisante, normalement, je analyse les interactions et les relations entre le monde arabo-islamique et l'Occident de la perspective de la carte du géographe Al-Idrisi. Cette carte, qui est bien connue, et élaborée au XIIe siècle, offre une représentation cartographique du monde dans laquelle la côte sud de la mer Méditerranée est positionnée dans la partie supérieure en tant que région la plus prestigieuse en raison de la présence des lieux sacrés de l'islam. La représentation du monde arabo-musulman dans la littérature italienne se caractérise par sa pluralité, sa diversité et dans certains cas par une certaine contradiction. Il est intéressant de constater que la culture arabe a occupé une place significative dans l'imaginaire littéraire italien depuis le Moyen Âge, mais en tant que spécialiste de l'époque contemporaine, je me propose de ne pas aborder la production littéraire médiévale et de la Renaissance, laquelle a fait l'objet de nombreuses études menées par d'éminents spécialistes italiens et arabes, notamment marocains aussi. Dans le contexte contemporain, certaines interprétations erronées issues des influences du colonialisme et de l'orientalisme ont contribué à façonner une représentation stéréotypée parfois et exotique du monde arabo-musulman. Ainsi, la complexité théologique et la richesse culturelle de la religion islamique ont été largement occultées au profit d'une vision stéréotypée et simplifiée. Bien sûr, il y a des exceptions représentées par les œuvres d'écrivains qui démontrent une conscience critique claire du colonialisme et de leurs implications. On peut faire les noms de Leda Raffanelli, Fausta Cialente, Enrico Pea, Italo Calvino, Leonardo Sciascia, Maurizio Maggiani, Umberto Eco. Dans leurs textes, vous les voyez ici, en photo, dans leur texte, la recherche d'un récit pluraliste a mis en évidence la nécessité de redécouvrir et de valoriser les traces laissées par les civilisations arabes en Italie, comme le montrent par exemple les réflexions de Sciascia sur la mémoire historique et culturelle de la Sicile. Et on devrait ouvrir une parenthèse sur ça parce que le passé arabo-islamique de la Sicile, mais aussi d'autres régions. On avait un émirat à Bari, dans les Épouilles, au IXe siècle, à Naples, ma ville. Les Napolitains, on avait demandé secours aux Aglabites pour se défendre des Longobards qui venaient de l'Europe du Nord. Et cet patrimoine, cet héritage arabo-islamique, surtout après l'unification de l'Italie, a été vraiment effacé. On devrait le reprendre. Même dans les manuels des écoles, la partie dédiée à l'Europe, à l'Italie musulmane est vraiment très, très courte. Bon, mais l'objet de mon étude aujourd'hui portera précisément sur certaines de ces figures d'écrivains, trois précisément d'entre elles, géographiquement éloignées les unes des autres, qui semblent, dans leur expérience individuelle, faire leur les mots de Jamal el-Din al-Rumi. Là-bas, au-delà du bien et du mal, il existe un immense champ. Nous y retrouverons. Ces personnalités ont prôné les mondes pluriels dans lesquels nous vivons, mais il est regrettable de constater que certains ont encore du mal à reconnaître cette pluralité au sein de la société italienne contemporaine. Dans un panorama très vaste, j'ai choisi trois écrivains qui ont été intéressés à trois différents aspects de l'islam: le soufisme, l'héritage littéraire et historique et le patrimoine populaire. La première figure est celle de Leda Raffanelli, qui était une figure emblématique de l'anarchisme italien.
Sa rencontre avec l'islam et l'anarchisme est survenue à la suite d'un voyage en Égypte, au cours duquel il a établi un lien avec les anarchistes de la Baracca Rossa, un groupe fondé par un autre écrivain italien, Enrico Pea, dans la ville d'Alexandrie. Leda Bruna Raffanelli est née en 1880 à Pistoia, en Toscane, et elle est connue en tant qu'écrivaine pacifiste et musulmane. Cette femme, qui s'est instruite de manière autonome, a travaillé dès son plus jeune âge dans une imprimerie où se diffusaient les idées socialistes et anarchistes. Elle a vécu à Florence, Milan et Gênes, où elle enseignait aussi la langue arabe. Les informations disponibles concernant sa conversion à l'islam sont très limitées. Cependant, une analyse de ses écrits révèle une critique marquée du colonialisme et de la civilisation européenne et occidentale, reflet d'une vision profondément ancrée dans la culture orientaliste de son époque. Son image de l'Orient, qui incarnait un monde idéal et libre et constituait la pierre angulaire de son opposition à la modernité et à la société contemporaine, a nourri son choix de l'islam soufi, interprété de manière très personnelle. Leda Raffanelli est l'une de ces figures que l'on pourrait qualifier de passage et qui ont contribué à déconstruire l'imaginaire sur l'islam et les positionnements politiques des femmes italiennes. Son voyage à Alexandrie en 1900 lui servit de prétexte littéraire pour raconter dans ses écrits sa rencontre avec tout ce que l'Égypte et l'islam représentaient pour elle. Dans l'islam, Leda Raffanelli voyait la possibilité de s'exprimer et de vivre son autonomie individuelle malgré tous les stéréotypes occidentaux sur le rôle de la femme musulmane. Cela est souligné par l'un des nombreux pseudonymes utilisés par l'écrivaine, à savoir le nom arabe marocain Diali, qui signifie « on le sait moi-même ». Parmi ces différentes œuvres littéraires, le roman L'Oasis, publié en 1929 et qualifié par certains critiques de ces récits colonial sans équivoque anti-impérialiste, fait ressortir avec force sa vision personnelle de, et je cite, « l'abîme qui existe dans chaque action de la vie entre l'Orient et l'Occident, entre colonisateurs et colonisés ». Fin de la citation. Dans ses écrits, Raffanelli suggère une inversion des rapports de pouvoir entre les acteurs dominants et les sujets subordonnés, entre les forces coloniales et les populations colonisées, ainsi qu'une dichotomie entre l'Orient, considéré comme la source de l'essence, et l'Occident, représenté par la matière. Dans cette perspective, l'islam est présenté comme un espace de liberté et d'amour, en conformité avec les principes anarchistes. Dans les années 1930, Leda entreprit la rédaction d'un roman autobiographique inachevé, Diali la Sheikha, dont le titre pourrait laisser entendre une influence plus marquée de la spiritualité soufie à laquelle elle était affiliée, un aspect qui se retrouve dans ses autres romans. Toutefois, Raffanelli n'est pas la seule écrivaine de cette époque à proposer un regard critique sur la réalité du colonialisme italien. Dans un panorama littéraire qui soutenait les politiques coloniales et présentait une vision raciste des populations colonisées, il convient de rappeler ici les romans d'écrivains tels que Sueur et sang, Sudore e sangue de Guglielmo Ferrero, Mal d'Africa de Riccardo Bacchelli et un roman de Murat qui est un nom de plume de notre écrivain femme, Maria Assunta Giulia Volpi. Bien qu'il s'inscrive pleinement dans la période du roman colonial porteur d'une propagande idéologique, il décrit les événements racontés dans les genres du roman historique ou du roman rose, présentant une relation entre colonisateurs et colonisés. La seconde personnalité est celle de Umberto Eco, on le connaît tous. Et dans son roman Baudolino, un roman-essai publié en 2000, cette œuvre se présente comme une œuvre hybride qui défie les frontières entre réalité, fiction, histoire et mythe. Cette ambitieuse narration, qui allie faits historiques, inventions littéraires et réflexions philosophiques, constitue une exploration des limites et des rapports entre différents types d'écrits et de savoirs, typiques aussi, on l'a vu aussi hier, de la littérature arabe classique.
L'histoire de Baudolino se déroule en 1154 dans la région d'Alexandrie, on est toujours en Égypte. Et ici, le protagoniste de cette œuvre est un jeune garçon qui, pour une série de circonstances, quitte la famille et devient le fils adoptif de l'empereur Frédéric Barberousse. Dans cet ouvrage, Umberto Eco s'efforce de fournir au lecteur une vision panoramique de la civilisation médiévale et mettant en lumière ses spécificités, ses contradictions, ses mythes, légendes et traditions. Il aborde également la fusion du sacré et du profane, offrant ainsi une perspective historique et culturelle sur les dynamiques sociales et les pratiques quotidiennes de cette époque. Dans ce roman, il y a un personnage, le personnage d'Abdul, qui est l'alter ego d'un poète provençal, mais qui, dans ce contexte, est nommé d'après un homme arabe et qui se présente comme une figure centrale de la narration. Il est l'incarnation de la complexité et de la pluralité de l'identité humaine. Abdul ne peut être considéré comme un personnage en quête d'une patrie unique ou d'une vérité univoque. En effet, il semble que ce dernier ait cherché, à travers sa vie et sa poésie, une réponse ou une réalisation à travers une identité collective et un lien profond avec le monde. À l'inverse, Abdul se montre capable d'accepter la pluralité de son être et la coexistence de multiples origines culturelles, sociales et religieuses qui se fondent en lui sans pour autant que cela n'implique une réduction ou une définition rigoureuse de sa place dans le monde. En effet, Abdul incarne la convergence d'influences culturelles différentes. Ses racines arabes, mais aussi provençales, illustrent les interactions entre les cultures au sein de la société médiévale, notamment durant les croisades, période marquée par des échanges incessants d'idées, de pratiques et de systèmes de croyances, malgré une réalité souvent tumultueuse. Abdul n'est donc jamais limité à une seule identité, mais résulte d'une convergence de cultures et de spiritualité, ce qui en fait un personnage particulièrement intéressant pour Eco, qui explore la notion d'identité comme un concept construit à travers les contacts et la contamination entre des mondes différents. Dans un contexte qui cherche souvent, trop souvent, à définir et à catégoriser les personnes en fonction des frontières culturelles, politiques, sociales et religieuses rigides, Abdul représente un idéal d'ouverture et d'acceptation de la pluralité. Son existence remet en question les récits qui séparent les cultures et les identités, suggérant que la véritable richesse de l'être humain réside dans sa capacité à vivre et à embrasser sa propre complexité sans chercher à la réduire à une seule définition. La troisième figure est celle de Pierpaolo Pasolini, dont on commémore cette année la cinquantenaire de la mort. À partir des années 60, Pasolini s'intéresse beaucoup à la culture arabe et à l'islam. Son intérêt pour la culture arabe, comme le souligne un jeune écrivain et chercheur marocain, Ayoub Mouazine, dans un article récemment publié dans la revue Orion 21, n'est pas seulement motivé par le fait qu'elle représente pour les cinéastes et écrivains italiens, je cite, un monde incorruptible, épargné par les mécanismes de la modernisation, mais aussi parce qu'elle constitue une sorte d'autre absolu, un bastion éthique et esthétique des opprimés autour de la Méditerranée, pas seulement arabes et pas seulement musulmans. Après avoir tourné le film Salo, Pasolini avait décidé de s'installer définitivement au Maroc. Préoccupé par l'achèvement de son dernière œuvre, Pétrole, Pasolini se dirigea vers des horizons mentaux, poétiques et politiques qui l'éloignèrent totalement du monde romano-chrétien et d'une Europe qui, selon lui, avait perdu le sens du sacré. Ainsi, en écartant le progressisme de gauche et le développement de la droite, Pasolini voulait se rattacher à un autre horizon civilisationnel dans lequel il trouvait le salut du monde moderne. En 1967, Pasolini part pour le Maroc, un pays qu'il décrit comme doté d'une architecture millénaire et ravissante, pour réaliser son film Édipe-Roi. Puis, il voyage au Yémen, Syrie, Palestine, Jordanie, toujours fasciné par la civilisation arabo-musulmane.
Après la défaite arabe de juin 1967, la Nakba, il écrit, et je cite, « Je jure par les Corans que j'aime les Arabes presque autant que ma mère. Je négocie actuellement, presque autant, parce que la mère en Italie, vous savez que ça... Oui, c'est la maman, oui, c'est mon papa. Je négocie actuellement l'achat d'une maison au Maroc et j'envisage d'aller vivre dans ces pays. Peut-être qu'aucun de mes amis communistes ne commettrait un pareil acte à cause d'une détestation ancienne, enracinée et inavouée à l'encontre des prolétaires opprimés et des pauvres. » Fin de la citation. Le pacte que Pasolini conclut avec les Arabes en jurant sur leur livre sacré peut être compris comme une sorte de nostalgie à son enfance, dans laquelle l'image de la langue maternelle est fortement présente. On lit dans un recueil de poèmes publié en dialecte friulan, sa langue maternelle, en 1954, un poème intitulé « L'Alliance coranique ». Pasolini n'aborda pas les contes et les spécificités arabes uniquement parce qu'il s'agissait d'un domaine vierge épargné par les outils de la modernisation et des stratégies néolibérales, mais parce que ce monde constituait pour lui l'autre, une forteresse éthique et esthétique exceptionnelle des opprimés de la Méditerranée. Pour Pasolini, la civilisation arabo-musulmane, elle était restée populaire sans devenir l'expression culturelle d'une classe dominante. Et on arrive à une nouvelle génération des écrivains italiens. Maintenant, en Italie, on assiste à un nombre significatif d'auteurs italiens d'origine arabe qui ont contribué à la représentation de l'islam, abordant ces thèmes religieux dans leurs œuvres. L'analyse de l'islam à travers le prisme de la littérature revêt aujourd'hui une importance majeure pour saisir la perception que les Italiens ont de la foi musulmane. Depuis le premier exemple de ce qu'on définit dans une manière simpliste littérature de la migration, on arrive aux œuvres de nouveaux citoyens italiens d'origine égyptienne, syrienne, marocaine, somalienne. Ces auteurs nous invitent à dépasser la méfiance que les différences de religion, de langue et de culture peuvent véhiculer. Dans ces cas, c'est la parole littéraire qui offre la possibilité de proposer un récit alternatif et vrai de l'immense univers que nous définissons de manière simpliste comme islam. Cependant, il convient de s'interroger sur le lien entre ces jeunes auteurs et leur foi religieuse d'un panorama littéraire extrêmement varié. Je vous donne deux exemples. L'exemple de Randa Ghazi, une italo-égyptienne, qui en 2016 publie Oggi forse non ammazzo nessuno, storie minime di una giovane musulmana stranamente non terrorista. Aujourd'hui, je ne tuerai peut-être personne, petites histoires d'une jeune musulmane étrangement non terroriste. Ces romans relatent le parcours de Jasmine, une jeune femme de 20 ans, et dans cet écrit, Randa Ghazi démontre une maîtrise littéraire remarquable et présente une perspective critique empreinte d'ironie sur les Italiens issus de l'immigration de deuxième génération qui s'efforcent de trouver une identité aussi religieuse reconnue par la société. Le dernier exemple est celui de Hijab Ashego, dont l'œuvre aborde souvent des thèmes liés à l'identité religieuse. Elle explore la relation entre l'héritage somalien et italien, qui reste encore un tabou en Italie, et analyse les religions dans le contexte de la migration et du colonialisme. Hijab travaille également activement en communication correcte de la pratique islamique dans un contexte comme celui de l'Italie, où règne encore trop de confusion. Pour Hijab Ashego, il devient nécessaire, voire urgent, de créer un espace d'approfondissement afin d'éviter un récit qui mélange dangereusement des sujets très différents, islam, immigration, réfugiés, djihad, terrorisme, fanatisme, avec pour résultat une désinformation sommaire, parfois monstrueuse, qui peut avoir de graves conséquences sur la cohabitation. Il souffrirait d'un petit effort pour mettre les projecteurs dans la bonne direction. Cette approche se retrouve également
chez des jeunes auteurs italiens comme Alvaldi, Simi et Guerini, dont les textes contiennent de plus en plus des personnages d'origine arabo-musulmane et pas seulement de manière marginale. Dans leurs œuvres, l'accent est mis sur la transcendance des divisions entre Orient et Occident, christianisme et islam. Pour conclure, ces exemples montrent que la société italienne est caractérisée par un pluralisme religieux, linguistique et culturel dont les jeunes générations sont déjà les protagonistes, mais qui, malheureusement, ne trouvent pas en correspondance dans les politiques d'un État qui, dans nos écoles, malheureusement, n'encourage que l'enseignement de l'histoire de l'Occident, parce que, selon nos ministres, c'est l'Occident seulement qui connaît l'histoire. Je vous remercie.